Donc bonjour, chapitre 13, donc mouvement d'un système dans un champ uniforme. Donc concrètement, c'est la suite du cours de physique, la dynamique du point. Donc on a étudié le mouvement rectiligne, d'un corps en tenant compte des forces qui causent le mouvement. Maintenant, ça va être des mouvements plans. Voilà. Donc dans deux exemples, dans deux cas, sur la surface de la Terre, donc comme avant, hein, on prend un caillou par exemple et on lance, donc la trajectoire va être parabolique, ça va être un mouvement plan. Donc sur la surface de la Terre, donc dans le champ de pesanteur. Et puis l'autre exemple, ça sera des particules chargées, le mouvement des particules chargées, donc des électrons, des protons, des noyaux d'atomes, entre les armatures d'un condensateur. Hein. Donc ça sera aussi un mouvement plan et parabolique, c'est un peu la même étude. Voilà, mais alors avant de voir tout ça, il faut que je fasse deux rappels sur à nouveau les projections de vecteurs, parce que voilà, c'est pas facile, et puis sur ce qu'on appelle un champ uniforme de pesanteur. Alors on y va. Alors lien entre les coordonnées d'un vecteur, entre ses coordonnées et sa direction et sa norme. Oui, norme. Alors, direction, sens et norme. Voilà, donc concrètement, on dispose des coordonnées d'un vecteur et on ne connaît pas la norme et la direction. Et le sens, hein. Quand je dis norme et direction, c'est le sens aussi. Voilà, ça c'est la donnée. Alors on a ça, plus ça quand même, hein. Voilà, on a ça, donc on a le repère, hein, on a les deux axes hein, qui sont orientés, et puis on a ça. Donc on a un vecteur vitesse ici, et ici on a 3 mètres par seconde, et ici on a 5 mètres par seconde. Donc en fait on a les coordonnées, hein, le 5, là, le 5 c'est l'abscisse, hein, donc ça va être moins 5, et le 3 ça va être, pardon je me trompe, si c'est ça, le 5 c'est l'abscisse, ça va faire moins 5, et le 3 c'est l'ordonnée, ça va faire moins 3. Donc concrètement par la pensée, voilà, ce vecteur on le met là, on le projette, voilà, et donc on trouve moins 5 et moins 3, et donc ça on le met ici. Voilà, donc ça ce sont les données. Alors maintenant ce que l'on cherche c'est la norme et la direction. Alors la norme vous connaissez, c'est on a un triangle rectangle ici, donc c'est l'hypoténuse, hein, c'est la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré plus 5 au carré. Hein. Donc je l'écris, voilà, donc la norme ça s'écrit comme ça, hein, donc soit avec deux doubles barres et on met le vecteur, ou soit rien, sans rien. Et voilà la formule pour calculer la norme. Alors maintenant, la direction de ce vecteur. Alors la direction de ce vecteur, c'est donné par un angle. Hein. On ne va pas dire oblique, hein, oblique vers le bas, ça ne se dit pas. Il faut que ce soit précis. Donc on prend un angle, ça c'est au choix, donc soit celui-là, soit celui-là. Donc on va positionner ce vecteur par rapport à l'horizontale, donc on va prendre cet angle-là. Voilà. Et cet angle-là, il faut le calculer. D'accord ? Donc du coup, c'est de la trigonométrie. On fait cette petite figure. Voilà, hein, on reprend cette petite figure. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu rapide. Donc ici, on a le même angle. Hein, ici et ici, hein, on a des angles alterne-interne égaux. Hein, donc on a le même angle. Et on reproduit la figure. Donc verticalement, on a V1Y et horizontalement V1X. Bon, bah, cet angle-là, il est lié aux valeurs des côtés, hein, de l'angle droit que l'on connaît, hein, puisque c'est 3 et 5. Donc la relation qu'on va utiliser c'est la tangente, hein, puisque ça relie le côté opposé et le côté adjacent, donc on va écrire tangente alpha. Alors tangente alpha, eh bien c'est opposé sur adjacent, hein, tangopage, donc du coup c'est la valeur de ce côté-là, où j'ai mis valeur absolue, hein, on va pas prendre le moins, et puis sur la valeur du côté adjacent. Voilà, donc nous, ce que l'on cherche, c'est alpha, donc on dit que alpha, c'est arc tangente de ça. Voilà comment, ces deux formules, il faut les connaître. Voilà, si vous avez les coordonnées d'un vecteur, il faut être capable de trouver rapidement la norme et puis la direction par rapport à un angle. La réciproque.
Maintenant, vous avez la norme et la direction, et il faut trouver la coordonnée d'un vecteur. Ça, c'est plus classique, c'est souvent ça hein, que vous avez. Hein. C'est-à-dire que la donnée, c'est ça. La donnée, on vous donne un angle, voilà, et on vous donne la valeur. Hein, vitesse initiale, par exemple. Hein. Vitesse initiale, quand on lance une balle, voilà, par rapport à la verticale, voilà, c'est ça qu'on a. Et donc, il faut trouver les coordonnées du vecteur. Alors, il faut donc la norme, c'est 5,8, hein, voilà. Alors notre père, il est là. Alors donc du coup, alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les coordonnées. Bon bah déjà par la pensée on le place. Alors bon, pour l'instant je fais ça, mais je vous dirai en fait ce qu'il faut savoir. Hein. Voilà, il faut pas faire tout ça, c'est trop compliqué. Hein. Je vous dirai ce qu'il faut savoir. Donc voilà, donc nous c'est ça qu'on cherche. Hein. On cherche V1x et V1y. Hein. Voilà, donc je crois que je sais que j'ai mis. Voilà l'objectif. Bon, eh bien, c'est à nouveau de la trigonométrie, c'est l'exercice inverse de tout à l'heure. Hein, alors j'ai mis ça en 4 points. Donc premier point, voilà, refaire ce petit schéma-là. Hein, on refait ce petit schéma-là. Ça c'est ce qu'on connaît. Hein, on connaît V1, hein, 5,8. On connaît bêta, 59. Mais on met des lettres. Hein, on met pas 5,8 et 59. Hein. Et donc on cherche ça. Hein, on cherche la valeur de ça, donc la valeur absolue. Hein. Bon, alors si on cherche ça, bien c'est le cosinus hein, ici par rapport, pardon. Ce côté-là, c'est le côté adjacent. Ce qu'on connaît, c'est l'hypoténuse, donc c'est le cosinus qu'on va utiliser, hein, cos adjip. Hein, donc on écrit cos bêta. Alors je crois que je ne sais pas si j'ai commencé par ça. Ah non, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par chercher ce côté-là. Alors ce côté-là, c'est le côté opposé. On connaît l'angle bêta, on connaît l'hypoténuse, donc c'est le sinus, hein, sinopipe. Hein. Voilà, donc le sinus, c'est opposé sur hypoténuse, et on cherche ça, donc ça fait V1 fois sinus bêta. Voilà, on fait pareil avec l'autre, avec le côté adjacent. Donc là, cette fois-ci, c'est le cosinus. Et donc, pour V1y, c'est V1 cos bêta. Voilà, alors maintenant, bah, il faut faire attention donc, aux signes. Hein. Donc, V1x et V1y, ce sont des coordonnées, mais ce sont aussi des vecteurs. Hein. Vecteur horizontal, vecteur vertical, que je représente. Bon, voilà. Voilà. Alors, je représente le vecteur V1x. Hein. Le vecteur V1x, il est comme ceci. Sa longueur, c'est ça. Donc, il faut que je mette un signe moins, parce que la flèche, ici, est opposée au vecteur unitaire. Ou opposée au sens de l'axe. Hein, parce que les vecteurs unitaires, on ne les met pas on les met pas en général. Hein, on met que les axes. Hein. Donc, il faut regarder le sens du vecteur par rapport au sens de l'axe. Hein. Donc, il faut mettre un signe moins. Donc, moins ça. V1y, c'est ce vecteur-là. Hein, effectivement, hein, si je fais ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, je trouve celui-là. Donc, il y a aussi un signe moins, donc c'est moins ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est pour ça, je l'ai mis en rouge, bien sûr, c'est le résultat final. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, on va pas faire ça, c'est trop long. Tout ça c'est au brouillon, parce que ce qu'on vous demandera, c'est, voilà, vous avez la donnée ici, et il faudra écrire ça, point, hein, sur votre copie. Hein. Tout ça, il faut pas le mettre. Hein. Bah, ce qu'il faut retenir, c'est que il faudra toujours multiplier la valeur du vecteur, hein, V1, fois le cosinus ou le sinus de bêta. Ça sera toujours une multiplication. Hein. La valeur du vecteur fois sinus ou cosinus de l'angle. Ça sera toujours ça. Alors non, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas mettre ici V1 cosinus bêta. Alors pour ne pas se tromper, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, on vous donne cet angle. Eh bien, le côté que l'on cherche ici, c'est le côté adjacent. Et vous savez que adjacent, eh ben, c'est le cosinus. Donc là, sans regarder, V1y, eh ben, ça sera V1 cosinus bêta. Hein, c'est ce qui est marqué ici. Donc c'est ce que j'ai écrit. Hein. Côté adjacent, cosinus, donc V1 cos bêta. Côté opposé, c'est le sinus. Donc du coup, ça va être V1 sinus bêta. Voilà, hein, on n'a pas besoin de faire tout ça. Ça sera toujours une multiplication. Hein, et ça sera, voilà, je vous dis, la valeur du vecteur fois le cosinus ou le sinus de l'angle. Alors après, il ne faut pas se tromper sur les angles, sur les signes. Voilà, il faut faire attention. Donc par la pensée, il faut mettre l'orientation des composantes horizontales et verticales, hein, ou sans le faire. Hein, on voit bien que voilà, et on met les signes plus et moins. Voilà. Eh bien, vous faites l'exercice 1. Alors, pause.
Alors vous mettez en pause et vous faites l'exercice 1, et moi je mets mes trucs ici. Alors, bon, alors, donc on a une personne qui lance une balle du haut d'un immeuble, hein, ici, hein, avec de hauteur h. La vitesse initiale de la balle, c'est 3 mètres par seconde, et l'angle alpha, là, vaut 38 degrés. Il faut exprimer les coordonnées du vecteur vitesse v0 dans le repère utilisé en fonction des données, c'est-à-dire en fonction de v0 et alpha. Alors, donc du coup, alors le vecteur vitesse v0, v0x, v0y, il a deux coordonnées, abscisse ordonnée. Bon, on regarde. Alors, voilà, je peux faire ça, hein. Hop, hop. Donc je mets xy, comme ça, rapidement. Je mets le vecteur, ici, hein, comme ça. On se met comme ça. v0. Ici, on a l'angle alpha. Voilà. On fait comme ça, voilà, on se fait un petit schéma rapide comme ça, angle alterne interne égaux, voilà, ça au brouillon on peut faire, hein, voilà, il vaut mieux faire, hein, pour être sûr. Non, il faut faire. Alors, donc l'abscisse ici, hein, donc on cherche ça, hein, l'abscisse c'est ça. Je vois que c'est le côté opposé, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sinus, donc V0, donc on verra le signe après, hein, V0 sinus alpha, et ensuite le signe, eh bien, la composante horizontale est comme ceci, donc plus, hein, bon je ne mets pas le plus. Ensuite l'ordonnée, donc on cherche ça, donc on cherche le côté adjacent, à l'angle c'est le cosinus, donc V0 fois cosinus alpha. De toute façon ça sera toujours, hein, V0 sinus ou V0 cosinus, hein. Donc si on a trouvé le sinus, l'autre c'est forcément le cosinus. Alors on met là, on précise le signe, donc la composante verticale est vers le bas, mon axe est orienté vers le haut, donc il faut un signe moins. Voilà. Alors, on reprend. Alors maintenant, je remets ça aussi. Hop, voilà. Donc on reprend, on voit ce qu'on appelle un champ de pesanteur uniforme. Alors, champ de pesanteur uniforme, ça veut dire que c'est un espace dans lequel le vecteur G est constant. Il est constant. Donc attention, un vecteur c'est une flèche entre guillemets, et un vecteur constant, ça veut dire qu'on a la même flèche dans tous les points de l'espace. Donc même direction, même sens, et même longueur, quoi, même valeur. Voilà. Alors je crois que je t'ai mis la définition là, je regarde. Voilà, un champ de pesanteur constant dans l'espace considéré. Donc le vecteur G est constant. Alors là, parce que ça, je l'ai pas mis sur la diapo, donc je vous montre ça ici. Voilà. Alors ça, c'est quand même un peu bizarre. On ne voit pas comment on peut avoir un champ de pesanteur G constant, parce que le champ de pesanteur, il est créé par la Terre. Voilà, ici j'ai la Terre. Voilà, donc la Terre crée un champ de pesanteur autour d'elle, donc je vais prendre plusieurs points, je vais en prendre un ici, un ici, un ici, un ici, puis bon, allez, un là, d'accord. Alors, le champ de pesanteur montre la capacité qu'a la Terre à attirer les corps vers elle. Donc plus le point est proche de la Terre, plus la Terre attire les corps vers elle avec une forte intensité. Donc plus le point est proche, plus le vecteur G est grand, donc on fait une grande flèche. Ici je fais une flèche moyenne, et ici je fais une flèche toute petite. Voilà. Ici je vais faire une grande flèche. Voilà, et puis ici je vais faire un truc intermédiaire, voilà, comme ça. Voilà, donc là j'ai le vecteur G1, j'ai le vecteur G2, bon G3, etc. etc. Voilà. Bon, manifestement, ici le vecteur G n'est pas constant. Ici il n'est pas constant, il est constant en direction et en sens, mais il n'est pas constant en norme. Ici il n'est pas constant
en direction et en sens, et pareil ici. Alors on peut se demander, mais c'est pas possible, le vecteur G constant, ce n'est pas possible. Alors si c'est possible, si on prend un tout petit point, un tout petit espace, voilà, je prends ce petit espace. Voilà, là-dedans, dans ce petit espace, je peux dire que le vecteur G est constant. Alors, ici ça paraît tout petit, mais finalement, à l'échelle de... Si on est sur la surface de la Terre, ceci c'est énorme. Ça représente un cube de plusieurs kilomètres d'arête. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, le vecteur G est constant, puisque tous les vecteurs ont la même direction, le même sens et la même valeur. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, donc espace dont le volume correspond, alors j'ai pris 5 km, hein, j'aurais pu prendre 6 km d'arête au voisinage de la Terre. Voilà, donc voilà comment ça se dessine. Bon, j'ai le sol, et puis au-dessus du sol, là, sur 1 km, hein, sur 5 km de hauteur, de largeur, eh bien le vecteur G est constant. Donc j'ai pris plusieurs points, voilà. M1, M2, M3, on a un vecteur G constant, dirigé vers le centre de la Terre, donc verticalement vers le bas, dans mon cas. Voilà. Dans notre cas, le vecteur G il sera toujours constant dans notre étude. Bon, alors maintenant, le mouvement étudié. Alors, on regarde un petit peu le mouvement qu'on va étudier. Donc, c'est le centre de gravité d'une balle. Voilà, donc alors cette fois-ci, la balle, elle n'a pas un mouvement rectiligne, c'est-à-dire que je la lâche pas, ou je la lance pas verticalement, ou vers le bas. Je la lance d'une façon quelconque, hein, vraiment d'une façon quelconque. Alors, et une fois que j'ai lancé, on dit que la balle est en chute libre. Alors chute libre, ça ne veut pas dire qu'on prend la balle et on la lâche comme ça, sans vitesse initiale. Hein. Donc il y a le mot, l'expression chute libre dans le sens courant du terme, qui veut plutôt dire ça, mais en physique, chute libre, ça a une signification bien précise. Ça signifie que la balle, que le corps qui est en chute libre n'est soumis qu'à son poids. On fait cette hypothèse. Hein. Le corps étudié n'est soumis qu'à son poids. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Voilà, si vous voyez chute libre dans un énoncé, ça veut dire que la seule force qui compte, la seule force qui est exercée sur le corps, c'est son poids. Voilà, on néglige toute autre force. Alors, voyons voir un peu la condition initiale. Donc, alors j'ai mis 3 axes. Hein. Donc, comme j'ai mis 3 axes, il va falloir que je projette les vecteurs sur les 3 axes. Hein. Donc, il faut projeter les vecteurs dans le repère qu'on vous donne. Donc, voilà. Je prends un vecteur à 3 axes, donc je vais projeter sur les 3 axes. Alors comment est le vecteur vitesse? Alors que je précise, le vecteur vitesse, il est dans le plan OXY, d'accord? Il n'est pas du tout dans Z, hein, d'accord? Donc c'est un vecteur, la flèche, là, elle est dans ce plan-là, hein, dans le plan de l'écran, en quelque sorte. Voilà. Et puis l'axe au Z, il vient vers vous. Hein. Voilà, ça c'est les conditions initiales. Bon, alors on comprend bien que la balle, elle va faire ça. Elle va monter comme ça, et puis elle va redescendre. Voilà. Hein, ça va faire une parabole comme ça. C'est ce qu'on va montrer. Bon, alors le plan c'est exactement le même que le début, c'est exactement le même que la leçon d'avant. Hein, donc, bon, alors les questions, hein, déterminer les équations horaires du mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc il va falloir qu'on trouve x de t, y de t, z de t. Voilà. Alors le début de la leçon, c'est alors je sais pas ce que j'ai fait là. Ah oui, bon, voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est comme le cours précédent. Donc système, référentiel, bilan des forces, F égale ma, etc. Donc le système, le référentiel terrestre galiléen, bilan des forces, eh bien il n'y a que le poids puisque c'est une chute libre. Hein. On représente le vecteur P. On applique MA égale somme des forces extérieures. Alors là j'ai mis la lettre G parce qu'en toute rigueur cette formule elle est appliquée au centre du corps en question. Voilà. Pas pour les autres points du corps. Bon, alors nous, souvent, ce qu'on fait, on considère le solide comme un point. D'accord ? Bon, là j'ai mis G, bon, pourquoi pas. G, ça veut dire centre de gravité. C'est le centre de la balle. Donc MAG égale P. P, c'est MG. On représente le vecteur G. On raye les M, donc A égale G. Bon, ça, rien de nouveau, vous le saviez, rien de nouveau. Alors voilà, la seule chose qui va changer, c'est la projection. D'accord ? Alors cette fois-ci, dans la leçon précédente, on projetait dans le repère OX, mettons, ou OZ, ou OY. Voilà. Il y avait un seul axe, puisque le mouvement était rectiligne. Maintenant, donc, le mouvement ne sera petit 1 plus rectiligne, et puis 2, on vous impose ce repère, donc il faut projeter dans ce repère. Donc projection dans le repère OXYZ. Voilà. Donc, je projette A hein, dans le vecteur, dans ce repère-là. Alors, le vecteur A, il va avoir 3 coordonnées
c'est ce que je cherche, hein, le fait de projeter, hein, cette relation permet de trouver, voilà, ça c'est notre inconnu, et ça c'est nos données, d'accord. Donc l'inconnu, ben, c'est les coordonnées du vecteur accélération, et comme il y a 3 axes, eh bien c'est AX, AY, AZ. Voilà. Alors ça c'est inconnu, c'est ce que je cherche. Maintenant ça c'est les données. G, je le connais, il est là. Bon ben il faut projeter G, dans ce repère. Bon ben G sur X, sa projection est nulle, hein, par la pensée on le met ici, hein, voilà. Il a une composante sur Y, hein, voilà. Et donc du coup bah, ça va être sa valeur qui va être négative puisque le sens est vers le bas et Y est vers le haut. Donc ça va être moins G, donc 0, moins G, et sur Z il ne va rien avoir. Voilà, donc vous voyez c'est comme avant en fait, hein. C'est exactement comme avant cette leçon, sauf qu'au lieu d'avoir une coordonnée, voilà, on avait une seule coordonnée, ben là on en a plusieurs, voilà. Mais sinon voilà, c'est comme avant, alors simplement il y a une petite difficulté avec les vitesses initiales, mais bon, voilà. Voilà, donc, et bien maintenant je vais chercher les équations des vitesses, hein, Vx, Vy, Vz. Alors je mets la relation A égale V point, et donc je mets Vg, et puis je vais mettre Vx, Vy, Vz. Voilà, Vx, Vy, Vz. Alors, bon, ben, il faut intégrer l'accélération, donc là on va avoir une constante, hein, ici. Alors cette constante, qu'est-ce que c'est? Cette constante, c'est la vitesse initiale, mais attention, pas la vitesse initiale globale, c'est pas V0, hein, c'est la vitesse initiale selon X, sur l'axe OX, la composante horizontale de la vitesse initiale. Alors je crois que je l'ai remis, voilà, bon ça c'est V0X, hein, d'accord. Voilà, donc la vitesse initiale c'est ça. D'accord, hein, si je reprends le schéma d'avant, hein, on a lancé la vitesse vers le haut. Bon, alors, attention, ici, il ne faut pas mettre V0 comme avant, hein, dans le cours, parce que dans le cours d'avant, la vitesse initiale, elle était toujours collinéaire au repère, donc il n'y avait pas de problème. Tandis que là, ce que l'on cherche, c'est la vitesse initiale sur X, donc c'est cette projection-là. D'accord, donc on utilise ce que j'ai dit avant, donc on cherche cette composante-là. Donc on cherche le côté adjacent, donc c'est du cosinus. Donc ça fait V0 cosinus alpha. Et le vecteur est orienté, la composante horizontale a le même sens que l'axe du repère, donc c'est plus. Hein. Donc V0 cosinus alpha. C'est ça qui change en fait, hein, voilà, hein, V0 cosinus alpha. C'est ça qui change dans la leçon. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça qui change. Alors pour Y, eh bien, ça fait moins GT plus constante. Hein, donc voilà, moins GT. Et la constante, eh bien, ça va être la vitesse initiale selon Y. Hein, selon Y. Donc là, j'ai mis V0Y. Voilà. Donc V0Y, c'est ça. Hein, alors je crois que j'ai mis les pointillés là. Voilà, je mets les pointillés. Donc ce que je cherche, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc du coup, donc il faut dessiner l'angle alpha. Donc on a deux angles alternes internes égaux ici. Donc on dessine l'angle alpha ici. Voilà, angle alpha, je cherche le côté opposé c'est sinus, donc c'est V0 sinus alpha, et puis donc la composante verticale a le même sens, hein, elle est orientée vers le haut, a le même sens que VY, donc c'est plus. Donc V0 sinus alpha. Voilà, alors pour AZ, eh bien, pour AZ, le vecteur, alors il faut que je projette le vecteur V0 sur l'axe des Z, donc l'axe des Z, il vient vers vous. Bon, mais comme le vecteur V0, il est dans le plan OXY, si on le projette sur l'axe des Z, eh bien, sa projection est nulle. Donc la composante du vecteur V0 est nulle, hein, sur l'axe des Z. Donc on met 0. Voilà. On recommence pour trouver la position, donc V égale OM point, et on met le vecteur OM, ouais, ou j'aurais peut-être dû dire OG en fait, puisque j'ai mis le point, je l'ai appelé G, hein, j'aurais pu mettre OG, hein, ici ça aurait été plus logique. Donc du coup, voilà, en plus de ça j'ai mis OG ici, donc là il faut rayer, il faut mettre OG ici, hein, d'accord. Alors il faut intégrer, hein, ici, donc on intègre, donc ça fait V0 cosinus alpha fois T. Ah oui, alors donc là j'ai remis la position initiale, hein, qu'on se remémore, la position initiale de la balle, hein, puisque ça va nous servir pour la constante d'intégration, et bien la balle, elle est lancée sur l'axe OY à 1,5 m de hauteur. Bon, donc j'intègre V0 cosinus alpha fois T,
Bon, alors j'étais peut-être un peu vite. Plus la constante. La constante, eh bien, c'est la position, c'est l'abscisse initiale. L'abscisse x initiale. Ben, l'abscisse x initiale est nulle, donc c'est pour ça que j'ai mis 0. Ensuite, pour y, moins 1,5 de gt2, plus v0 sinus alpha fois t, plus la position initiale, quoi, y0. Hein, y0, bah, c'est-à-dire, bah, c'est marqué y0, hein, plus 1,5. Bon, je ne sais pas comment j'ai marqué, bon, je n'ai pas marqué 1,5, y0. Donc, moins 1,5 de gt2, plus v0 sinus alpha fois t, hein, donc si on dérive ça, on trouve bien ça. Ensuite, bah, j'intègre Vz, j'ai une constante. Que vaut cette constante? Eh bien, c'est la projection, c'est la position z de la balle à t égale 0. Eh bien, je projette le point G0 sur l'axe Z, je trouve 0. Voilà. Alors, voilà, bon, bah c'est fini, j'ai les équations horaires. Voilà, j'ai les équations horaires du mouvement. Alors, quelques remarques, je crois. Alors, oui, voilà, donc tout ça à prendre par cœur, hein, le plan tout du moins, ça, bien dessiner les vecteurs, voilà. Et ça, c'est brouillon, hein, ça, c'est au brouillon, ça, vous ne le mettez pas sur la copie. Alors, quelques remarques. Alors, j'ai écrit, le mouvement ne dépend pas de la masse du mobile. Effectivement, si les frottements sont négligeables. Alors c'est vrai qu'on peut remarquer, à aucun moment, il y a la masse qui apparaît hein, dans les équations. La position ne dépend pas de la masse, la vitesse ne dépend pas de la masse, bien sûr, si on néglige les frottements. Alors après, si un peu de frottement, c'est-à-dire que l'expérience fonctionne quand même. Hein. Si vous lancez une bille, si vous lancez une bille comme ça, vous allez avoir des résultats quasiment similaires à ça. Hein. Les frottements seront faibles. Hein. Si vous prenez un corps petit et dense, vous aurez des frottements faibles. Hein. Alors, le mouvement ne dépend pas de la masse, voilà, ça c'est la première chose. Donc ça, on le savait, hein, on avait vu que l'unité de l'accélération, ça correspondait au champ de pesanteur. Pardon, l'unité du champ de pesanteur était une unité qu'on pouvait écrire comme une accélération, bon ça on l'avait vu. Alors, dans la direction OX, le mouvement est uniforme, oui, alors ça c'est important. Donc effectivement, regarde, donc en fait, le mouvement de la balle, on peut dire qu'on peut le décomposer en deux mouvements. Hein. Le mouvement de la balle, il est composé d'un mouvement horizontal et d'un mouvement vertical. Alors regardons le mouvement horizontal. Eh bien, le mouvement horizontal, vous voyez, la vitesse est constante. Donc horizontalement, la balle avance à vitesse constante. C'est-à-dire que quand la balle s'élève comme ça et redescend, si je regarde le mouvement de la projection de la balle sur l'axe X, je vais avoir un point sur l'axe X qui va se déplacer de gauche à droite, et bien ce point va se déplacer à vitesse constante. Alors ce qui n'est pas le cas de la projection de G sur l'axe Y. Hein, lors du mouvement. Hein. Donc la balle monte et redescend. Donc le projeté de G sur l'axe Y, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va ralentir et ensuite il va redescendre. Bon, voilà. Alors ça. Alors ensuite, on a Z égale constante. Bah, ça veut forcément dire que le mouvement est plan. Hein. Effectivement, là, à aucun moment, la balle va à une coordonnée sur l'axe Z. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement dans le plan OX, OY. Donc, donc si le vecteur vitesse, voilà, le vecteur vitesse est dans le plan, le vecteur vitesse initial est dans le plan OX, OY, du coup, le mouvement sera dans le plan OX, OY. Voilà. Bon, alors exercice, donc vous mettez en pause et vous faites l'exercice 2 et 3. Ça. Alors exercice 2. Alors, suite de l'exercice 1. Une personne lance une balle du haut d'un immeuble, voilà, ça, comme ça. La vitesse initiale, bon c'est exactement comme avant. On suppose que le caillou est en chute libre, très bien, donc ça veut dire qu'il n'y a que P comme force. Déterminer l'expression du vecteur accélération. Bon, alors souvent, voilà, ça c'est des questions classiques au bac. Hein, on vous demande l'expression du vecteur accélération et les équations horaires du mouvement. Alors, donc on y va, donc système. Donc c'est un caillou, c'est ça? Une balle. Système balle.
Voilà. Référentiel terrestre galiléen. Galiléen. Voilà. Bilan des forces. Ben, que P, puisqu'il s'agit d'une chute libre. On dessine. Alors, on dessine le mouvement du caillou. Donc ça, c'est la vitesse initiale. Donc le mouvement du caillou, ça va faire un truc comme ça. Hop. Voilà, on dessine ici, en plein milieu de sa trajectoire, la balle. Hein, c'est le mouvement de la balle. Hein. P. Voilà. Ensuite, MA égale somme des forces extérieures. MA égale P. MA égale MG. A égale G. On dessine G. Une autre couleur, parce que c'est pas la même grandeur physique. Voilà. Donc ça c'est la question 1. Question 2. Déterminer les équations horaires du mouvement. Donc projection dans le repère que l'on vous donne. Donc le repère c'est OXY. OXY. Voilà, y a pas, en général il n'y a pas Z. Hein. Je l'ai fait au cas où, mais j'ai jamais vu d'exo avec l'axe OZ. Hein. J'ai jamais vu d'exo avec OXYZ. Hein. Je l'ai fait voilà, pour montrer que le mouvement était plan. Donc on écrit A, on écrit les coordonnées AX, AY égale. Ça c'est les inconnus. Alors G, alors on met ici X, c'est X et Y, hein, parce que ça peut être Z, il faut faire attention. X et Y. Donc projection sur, alors je projette ça, projection sur X nul, et projection sur Y moins G. Voilà. Ensuite, on met la relation entre l'accélération et la vitesse. L'accélération et la dérivée de la vitesse. Donc, V, on met les coordonnées de la vitesse. Voilà, et on intègre. Donc, constante. Hein, la constante, c'est la vitesse initiale. Donc, on se fait notre petit schéma comme ça, au brouillon, hop. Bon, au brouillon. On fait ça au brouillon X, Y. On met le vecteur vitesse, V0. On met l'angle alpha ici, comme ça. On met nos petits pointillés. Voilà. Angle alterne égaux. Voilà. Angle alterne interne égaux. Voilà. Donc, je cherche l'abscisse. Il s'agit du côté, je cherche ça, donc. Il s'agit du côté opposé, donc c'est du sinus. Donc, ça fait V0 sinus alpha. On fait attention au signe. Voilà, la composante est dirigée comme ça, donc comme sur X, donc plus. C'est pas la peine de le mettre. Donc moins GT, j'intègre ça, moins GT. J'intègre là, donc je cherche donc V0Y, hein, je cherche V0Y, c'est-à-dire ce côté-là, c'est du cosinus et c'est négatif. Hein, c'est négatif puisque le sens ici de la composante est opposé au sens de l'axe. Donc moins V0 cosinus alpha. Voilà. Alors, on va... je fais la suite pour avoir la position. Alors, relation entre vitesse et position. V égale OM. La vitesse est la dérivée de la position. Donc, le vecteur OM. Donc, je mets XY. Voilà. Donc j'intègre ça, donc V0 sinus alpha, bon, fois T, bon on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, hein. Voilà, alors plus constante, alors je regarde un petit peu la position initiale. La position initiale est ici, donc l'abscisse initiale est nulle, hein. L'abscisse initiale est nulle, donc je laisse comme ça. Ensuite ici, moins 1,5 de GT2, moins V0 cosinus alpha fois T, plus
ordonnée initiale, le y initial, eh bien, ils l'ont appelé h. Hein. Voilà, ça s'appelle h. Quoi, je l'ai appelé h. Donc, du coup, plus h. Voilà, voilà pour l'exercice 1. Donc, je crois qu'il y avait l'exercice 3. Donc, oui, oui alors vous... attendez, je vérifie. Mais oui, donc vous mettez en pause et vous faites le 3. Donc, c'est comme ça. Ex 3. Bon, alors j'y vais, je corrige. Alors, donc une personne a une balle dans sa main droite, hein, donc ici, elle lance la balle avec une vitesse initiale V0 vers sa main gauche, donc la balle elle va faire tac, et elle va retomber ici, hein, voir figure, justifiée à l'aide de la deuxième loi de Newton, dans le cadre du modèle de la chute libre, que la valeur Vx de la vitesse, donc en fonction du temps, hein, bien sûr, hein, est égale à V0x, lorsque la balle n'est plus en contact avec la main de la personne qui lance la balle. Bon, bah très bien. Donc il faut montrer que en fait, le mouvement horizontal est uniforme, hein, en fait, c'est ça. Bon, bah là, je crois il faut tout simplement se laisser guider par le plan, hein, le plan du cours. Donc voilà, il faut être rigoureux dans la rédaction. Hein. Donc on fait le plan du cours. Hein. Donc système. Système, alors c'est encore une balle, c'est toujours une balle, bon d'accord, balle. Référentiel. Terrestre. Galiléen. BF. Un bilan des forces. P, puisque c'est une chute libre. On dessine. Hop. Hop. Donc, voilà, la trajectoire de la balle, c'est ça. On dessine ici le vecteur P. MA égale somme des forces extérieures. MA égale P. MA égale MG. On dessine G. Donc là c'est XY. Hein. XY. A égale G. Donc en fait là ce que je vais faire, bon je vais trouver A, oui quand même que je dise, je vais trouver AX et je vais intégrer, je vais trouver, donc je cherche les coordonnées AX, AY, et ensuite je vais intégrer, je vais chercher VX, VY, et on me demande VX, bon, voilà. Donc projection, dans le repère, OXY. Donc A, c'est mon inconnu, donc AX, AY égale. Donc je projette G, donc 0 et moins G. Ensuite, la relation entre l'accélération et la vitesse. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc le vecteur V, eh bien Vx, Vy, hein, c'est ce que je cherche, Vx, Vy égale, donc j'intègre, et donc là j'ai une constante, hein, et cette constante, eh bien c'est par définition, c'est Vx à t égale 0. Hein, c'est Vx à t égale 0, que dans l'énoncé, ils écrivent V0x. Hein, V0x. Voilà. Et donc, bon, alors, bah, à la limite, là, j'ai fini de répondre, mais bon, j'écris juste ça, même si on ne me demande pas, hein, j'écris juste ça, moins gt, plus V0y. Voilà, et donc, et on entoure ça. Voilà. Bon, c'est ça qu'on demande. Voilà, donc, et puis on met égale constante. Voilà, c'est ça qu'on demande. Voilà, je vois pas comment on peut répondre autrement. Voilà, donc ça c'était une question de bac, hein, de l'an dernier. Voilà. Bon, donc on continue.
Alors maintenant, une remarque. Donc, quand le corps subit plusieurs forces, et ces forces sont dans un plan, eh bien, le repère de projection, ça sera un repère à deux axes pour former un plan. Mais on peut avoir un mouvement rectiligne. Donc on a un mouvement rectiligne, mais le repère de projection, c'est un repère à deux axes. D'accord. Donc voilà, on va voir ce cas. Alors j'ai pris un skieur sur une piste horizontale et qui glisse et voilà, qui ralentit parce qu'il y a des frottements. Il va de moins en moins vite. Voilà. Donc le skieur, le skieur plus les skis, donc il se déplace de gauche à droite, mais ça va de moins en moins vite. On a un mouvement rectiligne retardé. Alors bon, alors je vais pas faire tout le on l'a déjà fait ça. Je vais pas faire tout le, c'est pas l'objet. Toute la démonstration. Donc j'ai mis tout le début du raisonnement. Donc le skieur, il est soumis à son poids, le système. Le système, c'est les skis plus le skieur. Le système est soumis à son poids plus la réaction de la neige, la réaction de la piste, la réaction du support, plus les frottements qui s'opposent au mouvement. Voilà, référentiel terrestre galiléen, bilan des forces, F égale ma, voilà. Alors, quand dans le cours précédent, je vous donnais cet exercice, je vous disais, le poids P et Rn se compensent, donc voilà, la somme de ces deux vecteurs fait vecteur nul, donc on les enlevait. Voilà, ça que je vous disais. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. Alors simplement, là on ne vous le dit pas. Là, dans l'énoncé, il n'y a pas ça. Donc il faut se débrouiller. On ne vous dit pas que P et Rn se compensent. On ne vous le dit pas. Alors on va le démontrer, mais là on ne vous le dit pas. Donc, si on ne vous le dit pas, il faut faire comme si vous ne saviez pas qu'ils se compensaient. Alors, donc du coup, ce qu'on va faire, on va continuer le plan, nous. Cette relation-là, ça sert à trouver A. La plupart du temps, ça sert à trouver A. Donc, on cherche A. Donc, je divise tout par M. Non, alors je vais d'abord mettre MG ici. Voilà, je mets MG, je dessine le vecteur G. Je divise tout par M. Voilà, je trouve ça. D'accord. Et c'est ça, voilà, c'est tout ça que je vais projeter. D'accord. Donc, projection dans le repère OXY. Je cherche les coordonnées du vecteur A. Alors, projection dans le repère OXY, donc du coup, je vais avoir AXAY, voilà, AXAY. Alors, on y va, on projette. Alors, le vecteur G, eh bien, ici, on va avoir 0, c'est toujours pareil, il faut faire attention, donc 0 et moins G, alors je sais pas comment je l'ai mis. Ah oui, alors j'ai même pas, d'accord, j'ai pas mis 0 ici, je l'ai mis directement moins G ici. Alors maintenant, on projette le vecteur Rn. Rn, eh bien, il est sur Y, sa coordonnée est positive, et donc ça va faire plus Rn, et divisé par M, donc. Hop. Il est sur Y, c'est ça. Il est sur Y. Voilà. Ensuite, il nous reste F. Alors F, il est sur X. F, il est sur X. Sa coordonnée est négative, et sa valeur, c'est... Alors on suppose que les frottements sont constants. Je ne l'ai pas mis dans, j'aurais peut-être dû le mettre. On suppose que les frottements sont constants. Donc ça fait moins F pour la coordonnée. Et c'est sur X. C'est sur X. Donc ici, on va le mettre ici. Donc moins F sur M ici. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, je ne mets pas plus 0, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, j'ai projeté ces vecteurs dans le repère. Donc voilà, donc je me retrouve finalement donc avec AX qui est égal à ça et AY qui est égal à ça. Donc j'ai deux composantes pour l'accélération. Ah, donc ça c'est un peu embêtant. Alors simplement, il faut regarder le mouvement. Donc le mouvement que l'on étudie, c'est un mouvement rectiligne. Voilà, on a un skieur qui glisse comme ça, voilà. C'est un mouvement rectiligne, selon l'axe OX. Si c'est un mouvement rectiligne selon l'axe OX, on a vu dans le cours des mouvements rectilignes que les équations horaires, c'était AX, VX et X de t. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Donc ça, on l'écrit. Donc le mouvement, voilà, parce que j'ai tout mis. Donc le mouvement est rectiligne. Donc les équations horaires sont AX, VX et X. Et donc du coup, ça veut forcément dire que AY est nul. Ça veut forcément dire que AY est nul. Voilà. Donc AY est égal à 0 ici. Voilà. Parce qu'on a un mouvement rectiligne, selon OX. Et c'est voilà, on peut dire aussi qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe, il n'y a pas de mouvement sur l'axe OY.
Voilà, donc c'est ce que j'ai mis. Hein. Donc mouvement horizontal, selon l'axe... ah oui, mouvement horizontal. Donc, oui, alors j'aurais pas dû mettre de donc. Hein. Mouvement horizontal selon l'axe OX. Vous enlevez ce donc là. Donc on recherche AX, VX et X, et AY est fortement égal à 0. Donc du coup, eh bien, AX vaut ça, et AY est égal à 0, et c'est aussi égal à ça, hein. C'est égal aux 2. Hein. C'est égal aux 2. Alors je fais une petite remarque maintenant. Je vais isoler Rn. Rn c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à G fois M, hein, si j'isole ici. Hein. Voilà. Rn c'est égal à G fois M, et G fois M c'est P. Et bien donc là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate que le poids P et la réaction du support se compensent. Voilà, on l'a démontré. Hein. Donc les forces P et Rn se compensent. Donc vous voyez, ça se démontre, ça. C'est pas quelque chose, bon, c'est intuitif, mais ça se démontre aussi. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Donc voilà, parce que vous pouvez avoir des mouvements rectilignes, et on peut vous donner un repère avec deux axes. Donc il faut savoir se débrouiller avec ça. Donc dans ces cas-là, on aura toujours une des deux composantes de l'accélération qui sera nulle. Parce que ça ne sera pas sur l'axe du mouvement. Et la composante de l'accélération où ça ne sera pas nul, ça correspondra à l'axe, c'est-à-dire ici l'axe OX. Enfin, voilà, j'ai fini cette parenthèse, c'était un peu long, mais... alors... attendez, ça je vais le descendre un peu. Voilà, parce que c'était masqué. Voilà, j'espère que j'ai pas caché les trucs. Alors enfin, dernière chose, une fois qu'on a alors ça c'est nouveau, une fois qu'on a les équations horaires, bah, ce qu'on peut vous demander, c'est l'équation de la trajectoire. Hein. Voilà, l'équation donc de la trajectoire, c'est-à-dire la courbe formée par les positions successives du mobile. Voilà, c'est ça qu'on peut vous demander. Bon, alors du coup, on va utiliser donc les équations qu'on a trouvées. On avait trouvé, donc là je reviens ici, hein, je reviens à ça. Voilà. Donc maintenant, voilà, hein, une fois qu'on a les équations horaires, en général, il faut les utiliser. Hein. Donc on a 1, 2, 3, 4 équations horaires hein, utiles. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc voilà, je reprends. Alors, l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce que c'est l'équation de la trajectoire? Eh bien, c'est, vous voyez, la courbe qui est dans le plan OXY. Donc c'est la courbe Y en fonction de X. D'accord. Y en fonction de X. Alors moi j'ai Y, mais en fonction de T. Pas Y en fonction de X, vous voyez, hein, Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est isoler T de cette expression, parce que vous voyez ici, il y a le X, voilà, donc j'isole T, voilà, donc je vais avoir T en fonction de X, et ensuite j'injecte cette expression ici et ici, hein, voilà. Et donc j'aurai à ce moment-là Y en fonction de X, c'est toujours ça qu'il faudra faire. Donc on y va, on le fait. Voilà, donc là j'isole T, voilà, et ça je l'injecte, alors je l'injecte là-dedans, donc ça c'est un peu long, il faut faire attention, donc ça je le mets ici, et ça je le mets ici, d'accord, donc voilà, ça donne ça, d'accord, donc voilà, on prend son temps, à la fois, il y a un carré, il faut faire attention, voilà, et puis ensuite on met un petit peu d'ordre, c'est-à-dire que ce qui est constant on le met ensemble, voilà, et on sépare le X, on le met à côté, hein. Donc tout ça, tout ce paquet on va le mettre ensemble, ça, ici, il y a des simplifications, les V0 s'en vont. Alors, sinus sur cosinus, ça fait tangente. Bon, ben, voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Sinus sur cosinus, ça fait tangente. Voilà. Donc, du coup, c'est pénible ça. Donc, du coup, ça donne ça. Hein. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, ça, va savoir. On peut vous demander. Voilà. Voilà, alors, quelle est la forme de ça hein? C'est Y égale A, ça c'est une constante, AX carré plus, ça c'est une constante, BX plus C. Hein, donc ça c'est de la forme AX carré plus BX plus C, c'est-à-dire c'est une parabole. Donc le mouvement est parabolique. Alors il y a toujours des questions qui viennent après ça, hein, toujours pareil. Et bien là la question est la suivante. À quelle date T1 la bille atteint-elle l'altitude maximale? Alors quand vous aviez ça dans la leçon précédente, bah, vous disiez on va d'abord chercher la durée
on trouve cette durée en disant que la vitesse est nulle. Hein. Voilà, donc la bille montait verticalement et elle redescendait. Et puis vous disiez, ben, on cherche la date t pour laquelle la vitesse est nulle. Mais attention, là c'est un petit peu différent parce que la vitesse elle s'annule pas là, hein, dans ce cas-là. Parce que donc le mouvement est comme ça. Voilà, comme ça. Donc on a dit que ce mouvement parabolique est composé en fait d'un mouvement horizontal et d'un mouvement vertical. Mais le mouvement horizontal, on a dit qu'il avait une vitesse constante. Donc la vitesse ne s'annule jamais. D'accord. Ce qui s'annule, c'est la composante verticale de la vitesse. C'est Vy qui s'annule, donc c'est un peu subtil. Hein. Vx c'est constant, on a dit, mais Vy s'annule. Hein. Le projeté du point étudié sur l'axe OY monte, ralentit, s'arrête et redescend. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est Vy de T1 égale 0. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bon, enfin bref. Ah oui, d'accord, parce que donc je mets les autres. Hein, je mets toutes les équations que j'ai. Hein. Je rassemble toutes les équations que j'avais écrites. Donc voilà, donc on va dire Vy de t égale 0. Oui, alors là j'ai dessiné, voilà, bon là j'ai dessiné tous les. Voilà, c'est pour vous montrer en fait que la vitesse ne s'annule pas. Hein. Le vecteur vitesse, vous voyez, là j'ai le vecteur vitesse qui est comme ça. Ici j'ai le vecteur vitesse qui est horizontal, ici j'ai le vecteur vitesse qui est vers le bas. Voilà, à aucun moment le vecteur vitesse ne s'annule. Voilà. Et donc là, quand il est horizontal, bah, c'est égal à Vx. En revanche, ce qui s'annule, c'est la composante Vy. Hein. Là, la composante Vy est vers le haut, là elle est vers le bas, et ici la composante Vy est nulle. Donc c'est ce qu'on va dire. Donc Vy de t1 égale 0, donc ceci est égal à 0, donc on isole T1, ce qui fait V0 sinus alpha sur G. Voilà. Bon ben voilà. Alors l'altitude maximale, bon ben l'altitude maximale, bon ben donc on cherche l'altitude ici. Donc là ce qu'on a trouvé, c'est la durée de la montée en fait. On a trouvé le temps qui s'écoule quand la bille part, quand la balle part d'ici, et voilà, on a trouvé la durée de la montée. La date à laquelle la bille arrive au sommet, bon bah cette date-là, il faut la mettre dans dans y de t. On met ça dans y de t. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, bon ben ça on met dans y de t. Bon alors, en simplifiant on trouve ça, donc ça on le met là-dedans, donc en simplifiant on trouve ça. Mais bon, on peut aussi calculer la valeur et mettre ça là-dedans. Bon, voilà, alors là j'ai fait une analyse dimensionnelle, bon pourquoi pas, bon, oui, moi j'ai voulu montrer que ça, bah, c'était des mètres. Hein. Donc ça fait des mètres par seconde le tout au carré, ça c'est des mètres secondes moins 2. Voilà. Donc du coup, on a bien des mètres ici. Voilà. Bon, eh bien vous allez faire l'exercice 4. Vous mettez en pause. Vous faites l'exercice 4. Donc, exercice 4, je descends un peu. Alors, ah oui, alors celui de l'exercice 1 et 2, donc il faut reprendre l'exercice, donc je corrige, je reprends l'exercice 1 et 2, voilà. Donc on avait ça, plus ça. Bon, bah, établir l'équation de la trajectoire. Bon, bah, écoutez, donc il faut reprendre x, voilà, c'est là, j'ai ça. Donc j'écris x égale v0 sinus alpha fois t. Et j'isole t. Bon, donc t égale donc x sur v0 sinus alpha. Voilà. Et ça, je le mets dans y, hein, puisque l'équation de la trajectoire, hein, dans notre... voilà. Donc on a l'immeuble est là, voilà, c'était lancé comme ça, donc c'est un arc de parabole, hein, voilà, c'est un morceau de parabole, voilà. Donc ça c'est y, ça c'est x, donc cette courbe, c'est la courbe y de x.
Alors j'écris Y, alors je recopie Y, hein, je recopie ça, moins 1 demi de GT2 moins V0 cosinus alpha fois T plus H. Voilà. Et donc maintenant ça je le mets là. Alors là il faut prendre son temps, hein, c'est pas... Donc Y égale moins 1 demi de G. Alors je mets tout ça entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, barre de fraction, X V0 fois sinus alpha au carré moins V0 fois cosinus alpha fois donc T, c'est-à-dire tout ça, donc X sur V0 fois sinus alpha plus H. Alors on laisse pas ça comme ça, hein, il faut mettre de l'ordre. Hein. Il faut mettre sous la forme AX carré plus BX plus C. Alors ici je vais avoir un signe moins, je mets une barre de fraction. Donc le x, je vais le mettre sur le côté. Ici, je mets le x sur le côté. Et au numérateur, je vais avoir g. Et ici, je vais avoir v0 carré sinus carré alpha. v0 carré fois sinus carré alpha. Voilà. Alors les v0 s'en vont. Alors, soit on laisse cosinus sur sinus, ou soit, alors le signe moins d'abord, ou soit on met 1 sur tangente alpha, bon, comme vous voulez. Hein. Voilà. Parce que tangente alpha, c'est sinus sur cosinus. Hein. Bon, mais là, on pouvait laisser cosinus alpha sur sinus alpha. Fois x plus h. Voilà l'équation de la trajectoire. On a un arc de parabole. Hein, ici. Tac. Voilà. Bon, ben voilà. On continue. Alors, on passe maintenant... Ah oui, il faut que je mette ça aussi. Voilà. Voilà. Donc on passe maintenant à la deuxième partie, c'est donc le mouvement des particules chargées dans un champ électrique. Hein. Donc on a un électron ou un proton ou un noyau d'atomes qui se déplace entre les armatures d'un condensateur. On va trouver un mouvement parabolique. Alors le plan c'est exactement comme ce que vous venez de faire, simplement la force, voilà, vous la connaissez moins, vous l'avez étudié l'an dernier. Là la force qu'on vient de voir c'est le poids, donc voilà, vous êtes habitué maintenant. Là donc je vais faire un rappel hein, sur la force électrique, hein, la force créée par un condensateur sur une particule chargée. Alors tout d'abord, pareil, où est-ce qu'on a un champ électrique uniforme? Alors bon, le champ électrique uniforme, vous l'admettez, on l'a entre les armatures d'un condensateur. Voilà, donc ça je l'écris. Alors, donc qu'est-ce qu'un champ électrique uniforme? C'est un champ électrique constant dans l'espace considéré, donc concrètement entre les armatures d'un condensateur plan. Je décris le condensateur plan. Donc ici on a une plaque métallique qui est chargée positivement, avec des charges positives ici, une plaque métallique avec des charges négatives, hein. Donc pour ça on met un générateur, hein. On met le pôle plus du générateur au-dessus, et le pôle moins du générateur dessous. Voilà comment on charge les plaques. Hein. Voilà, et donc là j'ai fait un condensateur, voilà, et entre les... Alors on n'appelle pas ça des plaques, on appelle ça des armatures, et entre les armatures, eh bien, le champ est uniforme. Voilà, on dit ces armatures, là, ces charges, créent un champ constant. Alors il faut savoir trouver, voilà, on avait dessiné, il faut savoir dessiner le vecteur G, hein, il faut savoir dessiner le vecteur champ électrostatique. Alors le vecteur champ électrostatique, c'est le vecteur E majuscule comme électrostatique ou électrique, hein, champ électrique on peut dire aussi, hein, c'est pareil, hein, champ électrostatique, champ électrique. Donc c'est le vecteur E, il faut savoir le dessiner. Alors il y a deux façons pour savoir le dessiner, il faut savoir le dessiner dans le condensateur. Alors la direction et le sens du champ électrique est donné par une force en fait, par la direction et le sens d'une force. Alors quelle est cette force? On imagine, hein, par la pensée, qu'on met une charge positive ici, charge positive, hein, pas négative, positive. Et cette charge positive va subir une force qui va avoir un sens et une direction. Et bien ça sera le sens de E. Okay. Donc on imagine, on place une charge ici positive, cette charge positive va être repoussée par les charges plus et elle va être attirée par les charges moins. Donc la charge positive va subir une force verticale vers le bas. Et bien le champ E sera vertical vers le bas.
Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis. Hein. Donc rappel, direction et sens, alors valeur on verra après. Donc c'est ceux de la force électrostatique exercée par une charge test positive. Hein. Test ça veut dire par la pensée, hein, en M. Voilà, donc voilà. Donc en en M1, M2, M3, je n'ai pas de charge. On est bien d'accord, il n'y a rien. Hein. C'est comme le champ de pesanteur. Hein. Voilà, c'est des points d'espace, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de point. Mais pour trouver la direction du vecteur E, j'ai imaginé une charge test positive. Voilà, donc le champ est uniforme, donc même direction, même sens et même valeur. Alors ensuite, sinon il y a une autre façon plus simple de trouver ça, c'est que le champ E est toujours orienté vers les potentiels décroissants, les potentiels électriques décroissants. Donc pour faire simple, dans un premier temps, on va dire vers les charges négatives. Voilà. Je reviendrai sur cette histoire de potentiel électrique quand je ferai la leçon sur le condensateur, charge décharge d'un condensateur, quand on fera l'électricité. Je reviendrai. Pour l'instant, voilà, on apprend cette phrase. E est dirigé vers les potentiels décroissants, donc ça voilà, donc vers les moins en quelque sorte. E est dirigé vers les moins. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une charge maintenant. Je mets une charge positive. Hein. Donc la charge, c'est des coulomb, ça se note Q. Hein. Je mets une charge négative, par exemple un ion Cl-, par exemple, ou un électron, par exemple. Voilà. Et donc cette charge va subir une force. Donc cette force, il y a deux façons de la trouver. Soit vous raisonnez voilà, simplement. Donc on met une charge négative ici. Ici, il y a des charges négatives. Donc cette charge va être repoussée vers le haut. Voilà. On peut dire aussi qu'on a une charge négative ici, on a des charges positives ici, donc cette charge va être attirée vers les charges plus. Donc dans tous les cas, c'est vers le haut. Voilà. Donc voilà, on la dessine comme ça. Sinon, il y a une autre méthode, c'est la relation qu'il faut connaître entre la force et le champ au point étudié, hein, le champ qui est sur la correspondant donc à l'emplacement de la charge, cette force c'est F égale QE. Ça il faut le connaître. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Donc là c'est positif, donc ça va être dans l'autre sens. Hein. Ici ça va être vers le bas. Voilà. Et donc maintenant, voilà, la relation vectorielle donc, de la force, il faut la connaître. Hein. Donc F égale QE, je l'ai mis en rouge. Hein. Donc FE c'est des newtons. Alors oui, alors il faut la connaître vectoriellement, mais aussi il faut connaître les valeurs. Hein. Donc si je prends la norme de ça, hein, la norme de cette force, ça va être égal à la valeur absolue de Q, parce que Q peut être négatif, hein, fois la norme de ça. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc l'écriture est un peu lourde hein, ici. Donc là c'est la norme, et ici c'est les valeurs absolues. Donc la norme, je peux l'écrire plus simplement. Voilà, comme ça. Les deux normes, là, je peux les écrire plus simplement. Donc voilà, ça et ça, il faut bien connaître. On met les unités. Donc la force en newton, la charge en coulomb et le champ électrique. Le champ électrique, E, c'est des newtons divisé par des coulombs ou des volts par mètre. Alors ça, vous n'avez pas le savoir, hein, ça c'est des volts par mètre. Mais ce à savoir, c'est en rouge. Alors la valeur, je reviens ici parce que là j'avais mis valeur de E. Alors la valeur de E, du coup, c'est FE sur Q, hein, sur valeur absolue de Q. Voilà. Ou sinon, alors ça c'est une relation qui n'est pas à connaître, sinon c'est la tension ici, donc je reviendrai sur la tension quand je ferai les cours d'électricité, hein. La tension aux bornes des armatures divisée par la distance qui sépare les armatures. Hein. Voilà. Et donc ça c'est des volts et ça c'est des mètres, hein, d'où cette unité. Hein. Voilà, donc la tension est en volts et les armatures en M. Bon, alors juste pour faire un cas un peu concret, je vais mettre des vraies charges ici, parce que là j'ai mis des trucs abstraits. Donc je prends un cas concret, et ici, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, donc ici je vais prendre une charge plus. La charge plus, pardon, ça va être l'ion Na+. D'accord? Et je vais exprimer la force. Oui, la force. Je vais exprimer la force F3 en fonction des données. D'accord? Alors je sais que j'ai un ion Na+. J'ai un champ uniforme, j'ai sa valeur. Hein. Je suppose que je connais la valeur de E. Hein. Mettons, allez, 3 volts par mètre. Hein. Voilà, je connais la valeur. Alors je vais chercher la charge de l'ion Na+. Alors la charge de l'ion Na+, je peux l'écrire comme ça, hein, QNA+. Alors, donc l'ion Na+, il est chargé. Alors concrètement, ça fait combien de coulombs? Il est chargé, mais combien de coulombs? Eh bien, ça veut dire que l'ion Na a perdu un électron.
Donc en fait, la charge de l'ion Na+, ça veut dire qu'il a un proton en plus par rapport aux électrons hein, dans l'ion. Donc ça veut dire que sa charge correspond à la charge d'un proton. Donc quand on écrit QNA+, en fait, ben, la valeur de la charge, ben, c'est la charge d'un proton que j'ai mis en rouge. Et la charge d'un proton, vous verrez dans les énoncés, ça se note petit e. Voilà, parce que ça correspond finalement à la charge de l'électron, hein, en valeur absolue. Hein. Voilà, et ça vaut 1,6 10-19 coulombs, mais ça vous n'avez pas le savoir. Voilà. Donc, si je veux écrire donc, la valeur de la force, alors j'écris la relation vectorielle. Voilà. Donc ici, je peux écrire, au lieu d'écrire ça, ben, j'écris E. Voilà, j'écris E. Et puis si je veux les normes, eh bien la valeur de F3, ben, c'est E fois la norme de E que j'écris E. D'accord? Ah ben je l'ai pas mis. Bon, ok, très bien. Alors pour l'ion S2-, ah oui, alors ici on a mis l'ion S2-. Eh bien, la charge de l'ion S2-, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que l'atome de soufre a gagné 2 électrons, donc ça va être la charge de 2 électrons. Hein. Ça va faire 2 fois la charge d'un électron. Voilà. Et la charge de l'électron, comment on la note? Bah, si la charge du proton, on la note E, la charge de l'électron, ça va être moins E, puisque c'est négatif. Hein. Donc on va mettre 2 fois moins E. Voilà. Ce qui fait moins 2E. Du coup, si j'écris la relation vectorielle, bah ici, je vais mettre moins 2E. Voilà. Donc il faut s'habituer à ce genre de notation là, ici, là. D'accord. Voilà. Eh bien, vous faites l'exercice 5. Vous mettez pause, faites l'exercice 5. Tac, tac. Les feuilles. Donc je corrige. Alors, ah oui, d'accord. Donc représenter le vecteur champ électrique sur le schéma ci-contre. D'accord. Donc je prends ça. Alors ça, c'est des choses qu'on peut vous demander hein, de représenter. Alors, j'ai le condensateur, les deux armatures du condensateur qui est là. Le champ est orienté vers les potentiels décroissants. Bon, ben voilà, je représente le champ électrique vers les potentiels décroissants, comme ça. Et on ne vous demande pas de justifier. Hein. Voilà. Voilà, donc quand même que je lise un peu les données. Donc vous avez la valeur de la charge du proton, la norme du champ électrique. Voilà. On place un ion chlorure dans le condensateur, ici. Voilà, on pose un ion, entre guillemets, un ion chlorure. Représenter la force qu'il subit. Eh bien, je prends en noir, je vais représenter, ou en bleu. Voilà, en bleu. Donc il est chargé négativement, ici c'est négatif, donc il y a une répulsion, là il y a une attraction, donc comme ça. Donc Fe. Voilà. Exprimer la valeur de cette force en fonction de E. D'accord. Voilà, donc on sait. Alors, je vais écrire Fe. On sait que c'est égal à QCl-, c'est Cl-, ouais. QCl- fois E. Alors qu'est-ce qu'on demande la valeur, hein. Ce qu'on veut c'est la valeur. Bon, alors avant de faire la valeur, je vais déjà faire la représentation vectorielle. Hein. Donc c'est égal, donc ça c'est l'ion Cl- possède comme charge la charge d'un électron, c'est-à-dire moins E, hein, donc moins E. Voilà. Et donc maintenant je prends la norme de ça, la valeur absolue de ça et la norme de ça. Donc Fe, c'est égal à E fois E. Hein, si je veux la valeur. Voilà. Donc en fonction des données, ça on l'a, hein, ça vaut 1,6 10-19 coulombs, ça on l'a, ça vaut 10. Donc ça c'est la question, B, hein, 2B. Alors ensuite, on place un noyau d'hélium, ici, c'est-à-dire l'ion He2+. Là. Représenter la force qu'il subit. Alors, je vais faire ça en bleu. Répulsion, plus répulsion, plus moins attraction. Bon, je vais l'appeler FE1.
exprimer la valeur, hein, toujours pareil, la valeur en fonction de E et E. Ok, très bien, donc on y va. Donc ça c'est 3B. 3B. Donc FE1 est égal à Q HE2 plus fois E. Alors, donc donc l'atome d'hélium bon, est neutre, il a perdu 2 électrons, donc du coup il y a 2 protons en trop, donc la charge c'est 2E. Hein. 2E fois E. Ça c'est la relation vectorielle. La norme c'est FE1 est égal à 2E, la norme de E. 2EE. Voilà. Allez, dernière question. Le noyau d'hélium pénètre entre les armatures du condensateur avec une vitesse initiale V0. Représentez l'allure de la trajectoire du noyau d'hélium dans le condensateur. Le noyau d'hélium subit une force vers la gauche, hein, d'accord. Imaginons qu'il ne subisse pas de force. Eh bien, donc la trajectoire, donc il irait, je vais le mettre en pointillé, s'il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de force, il irait tout droit. D'accord, hein, voilà, s'il n'y a pas de force, il continuerait tout droit. Mais donc, il va se déplacer comme ça, et il va être tiré vers la gauche. Donc du coup, on va avoir quelque chose comme ça. Il va être tiré vers la gauche. Bon, alors, ça dépend de la force. Hein. Si c'est une grande force, ça va être plus comme ça. D'accord. Voilà, ça dépend de la force. Hein. Ça dépend si elle est force, si elle est très forte ou pas. Et là, ça c'est un arc de parabole. Hein. C'est ce qu'on va montrer. Hein. On va le montrer avec la deuxième loi de Newton. Hein. La trajectoire. C'est ça qu'on va chercher. La trajectoire ici. Bon, allez. Alors bien sûr, si la force avait été de l'autre côté, si la force avait été de l'autre côté, on imagine, moi je le fais en pointillé, et bien à ce moment-là, la trajectoire aurait été dans ce sens-là. Comme ça, tac, voilà. Après ça dépend de la force. Voilà, vous voyez, ça dépend de la force, hein, si la force avait été de l'autre côté. Alors en pointillé. Bon bref, je comme. Bon. Alors, ça c'est fait, je remets ça. Voilà. Bon. Alors voilà les équations horaires, bon alors on y va. Alors, donc, on a un condensateur ici, on a une particule chargée négativement, un électron par exemple, et l'électron a une vitesse initiale qui a cette direction-là, et ce sens. Bon, alors donc, établir les équations horaires, bon, on y va. Donc, le système, donc c'est la particule M, bon voilà, un électron, de masse M et de charge Q égale moins E. Le référentiel terrestre galiléen. Alors, les forces. Eh bien, effectivement, le poids, les frottements de l'air et la force électrostatique Fe. Voilà. Alors, si on fait le calcul, eh bien, la force électrostatique, elle est énorme par rapport à ces deux forces. Hein. Donc, on négligera toujours P et F par rapport à Fe. Toujours. Ça sera écrit dans l'énoncé. Hein. Voilà, hein, si on fait le calcul. Alors, on peut demander de faire le calcul, par contre, hein, pour montrer que P et F sont bien négligeables. Voilà, sont négligeables devant Fe. Donc du coup, on va représenter que Fe. Alors il faut représenter la trajectoire. Hein, il faut représenter Fe, mais quand la particule, pas au début, hein, quand la particule, elle est dans, elle est au milieu de sa trajectoire. Donc il faut déjà un peu anticiper quelle trajectoire elle va avoir. Donc la force Fe, elle est comment? Donc c'est négatif, hein, c'est négatif, donc ça a attiré. Donc la force Fe, elle va être verticale vers le haut. Hein, d'accord, hein, elle va être verticale vers le haut, donc du coup la trajectoire, elle va être comme ça. Tac, comme ça. Hein. Donc on fait un morceau de trajectoire, voilà, comme ça. On dessine l'électron quelque part, ici, et puis on fait une flèche vers le haut. Hein, perpendiculaire aux armatures, hein, c'est toujours, hein, puisque c'est collinaire à E. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis E, bon, ok. Ah oui, oui, parce que, oui, je comprends, parce que, en fait, il faut être précis sur la direction, parce que ça, la force FE, elle pourrait être vers le haut, mais oblique, si vous voulez. Mais comme on a la relation F égale QE, eh bien F est forcément collinaire à E. Et E, on sait qu'il est perpendiculaire aux armatures. Hein. Donc voilà. Hein. Donc du coup, FE est aussi perpendiculaire aux armatures. C'est pour ça que j'ai dessiné E. Voilà. Bon, voilà. Ça c'est fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique la formule.
Voilà, donc il n'y a que FE. Voilà. Alors ensuite, donc là, il faut se laisser guider par les formules. Alors FE, bah, c'est QE. Donc c'est Q électron fois E. Alors Q électron, c'est moins E. Alors je ne sais pas comment je l'ai écrit. Voilà, bon, j'ai marqué. Donc ça, c'est Q. J'aurais dû mettre Q entre parenthèses électron. Alors Q entre parenthèses électron, eh bien c'est moins E. Ah oui, alors j'étais un peu vite là. Donc ça, c'est moins E ici. Ça, c'est moins E. Et ensuite, j'isole. Donc ça fait moins E sur M. Voilà. Donc là, je suis amené... Bon voilà, en fait c'est la seule différence qu'il y a avec le cas précédent, parce que maintenant ça va être exactement pareil. Ça va être exactement pareil. On va projeter les conditions initiales avec la vitesse, pareil. Bon, donc on le fait. Projection dans le repère OXY, donc AX, AY, donc on projette ça. Alors je pense que j'ai dû remettre, oui, très bien, voilà. Donc le vecteur E, donc là, si on ne l'avait pas dessiné, bah, il fallait le dessiner, hein, si on ne l'avait pas dessiné. Donc dirigé vers les potentiels décroissants, donc vers le bas. Donc je le mets dans mon petit repère par la pensée. Donc, composante sur X nulle, composante sur EY, donc ça va être moins E. Donc ici, sur AX, on va voir 0, hein, parce que on va voir, ça fait 0. Hein, 0 fois ça fait 0. Donc là, on va voir 0. Et là, on va voir moins E sur M fois moins E. Bon, ok, là. Voilà. Hein. Fois moins E. Donc moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut vraiment pas se tromper, parce qu'il y a un signe moins ici, il y a un signe moins là. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Bon, alors maintenant... eh bien, je mets la relation entre l'accélération et la vitesse. J'intègre l'accélération. Donc, sur x, on a une constante. Ça correspond à la vitesse initiale sur x. Donc, on dessine le vecteur vitesse sur un petit schéma, comme ça, le vecteur vitesse. Donc, ce que je cherche, c'est ça. Alors, j'ai mis du pointillé, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je cherche ça. Il s'agit du côté adjacent, donc c'est du cosinus. Donc, ça fait V0 cosinus. La composante est orientée dans le même sens que l'axe, donc plus. Alors, je sais pas ce que oui, ok, bon, je sais pas. Oui, alors j'ai tout mis là, bon, ok. Bon, ici, V0 cosinus alpha. Ensuite, j'intègre ça, donc ça fait EEMT plus constante. Alors, bon, EMT plus constante. La constante, on la cherche, c'est la projection de la vitesse sur l'axe VY. Donc, angle alterne interne égaux. Je cherche le côté opposé, donc c'est donc le sinus. Il faut faire attention à la composante. La composante est orientée vers le bas, dans le sens opposé à l'axe Y, donc ne pas oublier le signe moins. Voilà, donc ça au brouillon, d'accord, au brouillon. Voilà, donc ensuite on intègre à nouveau, donc non, on met d'abord la relation entre la vitesse et la position, donc la vitesse c'est la dérivée de la position, voilà, et on cherche x et y. Donc ça fait V0 fois cosinus alpha fois t. Alors on regarde la position initiale. Bon, c'est pas compliqué, la position initiale, x égale 0, y égale 0. Hein. Donc on va voir 0, 0 pour les constantes d'intégration pour la position. Voilà, et donc là ça fait 1 demi de EMT carré moins V0 sinus alpha fois t plus... voilà. Ok. Bon, ça, à prendre par cœur. Bon, ça, c'est le plan. Hein, voilà, tout ça. Et ça, on ne le met pas. Ça, c'est brouillon. Équation de la trajectoire. Hein, équation de la trajectoire. Donc, toujours pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on veut y de x. On veut y de x. Nous, on a y de t. Donc on utilise la méthode de substitution. On isole t. Donc, pour exprimer x que l'on injecte ici. Hein. Donc ça fait t égale x sur v0 cosinus alpha et on le met là. Voilà, et on le met là, donc ça fait un gros truc. Voilà, ça fait un gros truc. On met de l'ordre, on obtient ça. Voilà. Donc on voit bien qu'on a une parabole, hein, puisque ça c'est une constante. Hein, y égale ax carré plus bx. Alors plus c, et le c est nul. Voilà, donc on a bien un arc de parabole. Hein, voilà. Le mouvement est parabolique. Bon, voilà, exercice 6. Exercice 6. Tac, exercice 6. Voilà, et ça. Donc on pause et vous le faites. Alors, le poids
du noyau d'hélium et les forces de frottement sont négligeables par rapport à la force électrique exercée sur le noyau d'hélium. Ah, excusez-moi, oui, d'accord, c'est la suite de l'exercice 5, hein. Donc du coup, ce schéma est important. Ok, ce schéma est important. Déterminer l'expression du vecteur accélération du noyau d'hélium dans le condensateur en fonction de la masse M, E et E. Bon. Donc, on y va, hein, c'est ce qu'on a fait en cours. Alors, alors le système, eh bien c'est le noyau d'hélium, référentiel terrestre galiléen, bilan des forces, eh bien que la force électrique, et on dessine. Alors, hop, donc plus, moins, le vecteur vitesse initiale est comme ça. Bon, c'est pas terrible. V0, et on avait dit la trajectoire comme ça, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, hein, je refais ce qu'on a fait tout à l'heure. Je dessine mon noyau d'hélium ici. Alors, la force, alors c'est bien de dessiner E quand même, hein, pour bien montrer qu'on sait que la force est collinaire à E. Donc E est dirigé vers les potentiels décroissants. Et la force, je la fais en rouge. Donc la force est comme ça, hein, puisque c'est positif. Hein. FE. Voilà. Ensuite, MA égale somme des forces extérieures. MA égale FE. MA égale donc Q noyau d'hélium fois E. Q noyau d'hélium, donc il a la charge de 2 protons, donc ça fait 2 EE, donc ça on l'a montré tout à l'heure en fait. 2 EE, et on cherche A. A est égal à 2 E sur M. Voilà, petit 2, déterminer les équations horaires du mouvement. Donc projection dans le repère O, X, Y. A. Donc deux composantes, AX, AY. Alors, donc du coup c'est ici. Hein. Alors E, je regarde E. E il est comme ça. Alors je mets bien X, c'est bien dans ce sens-là. Hein. X et Y, parce que parfois ça peut être... bon, bon. On n'est pas obligé de mettre X vers la droite. Hein. Alors, donc E, il a une composante sur X. D'accord, il a une composante sur X et elle est négative. D'accord, donc ça fait E fois moins E sur M. Et sa composante sur Y est nulle. Donc ici, donc ça va faire 0 fois tout ça, donc ça fait 0. Ensuite, donc A, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc V, Vx, Vy, donc j'intègre. Ah oui, alors là j'aurais peut-être dû mettre, bon, c'est pas grave, voilà, de mettre le signe moins devant. Hein. Donc je mets le signe moins devant, je regroupe un peu, donc ça fait moins 2E, E sur MT, plus constante. Alors la constante, qu'est-ce que c'est? La constante, c'est l'abscisse, de la vitesse initiale, hein, c'est V0x. L'angle il est où? Voilà, l'angle donné est ici, donc angle alterne interne égaux, donc je cherche le côté opposé, hein, donc c'est donc du sinus, donc ça fait, je verrai l'angle après, le signe après, donc ça fait V0 sinus alpha. Alors maintenant le signe, donc la composante est orientée comme ça, hein, la vitesse horizontale, donc le sens du vecteur est opposé au sens de l'axe, donc c'est négatif. Voilà, donc vous voyez, il faut faire vraiment attention, il y a des pièges partout. Hein. Alors ensuite, j'intègre
j'intègre ça, donc je trouve une constante. Il va de soi que cette constante, c'est la composante verticale de la vitesse initiale. Donc c'est ça. Donc je cherche cette distance-là, donc c'est le cosinus. Donc c'est V0 cos alpha, forcément, si celui-là c'est le sinus. Et je cherche le signe, il faut faire attention. Donc le sens de la composante a le même sens que l'axe, donc c'est du plus. Alors je vais faire ça ici, hein. Vous voyez là, ouais. Je fais ça ici, le dernier. Alors ensuite, V égale la dérivée de la position, donc le vecteur OM. Alors, je vais pas avoir cette place, bon, enfin bref. C'est pénible, hein. Bon, je mets donc XY, hein, et je mets ici X, hein, parce que je n'ai pas envie de prendre une autre feuille, hein. Donc ça fait, alors moins 1,5, le 2 part ici, hein, d'accord, hein, moins 1,5, donc ça veut dire que le 2 part. Hein. Donc ça fait moins EEM, T carré, moins V0 sinus alpha fois T. Alors la position initiale, bon ben voilà, la position initiale, l'abscisse initiale c'est 0, donc plus 0. Hein, c'est bien de le mettre, hein, comme ça. Et Y égale V0, c'est du cos, hein, V0 cosinus alpha fois T, l'ordonnée initiale est nulle, plus 0. Voilà. Voilà. Attendez, parce que là, voilà, comme ça. Bon, voilà, mais je crois que c'est fini, hein. Je regarde. Oui, c'est fini. Bon, ben voilà, ce cours est terminé.